Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le plus grand directeur de casting de France. Ça commence, Soledad. Bonjour. Amir, Olivia Ruiz, Frérot de la Vega, Claudio Capeo, Louane, Jennifer, Christophe Maé, Kenji. J'arrête, il y en a trop. Qu'ont-ils en commun une rencontre avec Bruno Berberès? Bonjour Bruno. Salut Soledad. Bruno Berberès, il représente pour moi le flair, l'humilité, la bienveillance. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Ce mois de mars en 2023, qu'en est-il pour toi? Ah oui, j'ai beaucoup rêvé, comme certainement beaucoup de monde. Mais j'ai rêvé, moi, quand j'étais tout petit, j'avais une foultitude d'amis imaginaires qui me faisaient rêver. Je faisais figure-toi, et ça je ne l'ai jamais dit, mais tu vas te moquer de moi. Non, jamais. J'allais souvent en vacances à l'île d'Oléron avec mes parents au camping. Et donc, tu sais, il y a marée haute, marée basse, c'est l'Atlantique. Et quand il y avait marée basse, il y avait des rochers. Et sur les rochers, je faisais des comédies musicales avec les coquillages. J'adore. J'ai fait des histoires incroyables. J'ai eu des Oscars sur ces moments, mais j'étais tout seul. J'étais pas trop avec les copains sur la plage. Quel âge avais-tu? Je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça a duré très 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 longtemps. Alors Après tu as aussi, grandi où? Raconte-nous, parlons-nous. moi j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Dans une famille d'artistes? Pas du tout. Alors peut-être, on est tous artistes, peut-être, mais en tout cas pas assumés. Ma mère chantait beaucoup, Georgette Lemaire, pour les plus âgés sauront de qui je parle, Édith Piaf, tout ce qui chante bien puissamment et tout. Donc c'est vrai que j'ai été bercé avec Édith Piaf toute ma vie, toute mon enfance avec Jacques Brel aussi, Georges Brassens. Donc quand même, c'était choisi. Hein. On n'était pas très Sheila à la maison. Et c'est donc ta mère qui t'a fait découvrir les mélodies et l'art? Oui, je crois. Parce que c'est-à-dire que quand tu entends toujours le même disque toute la journée, à un moment, tu le chantes pareil. Et moi, je me souviens, j'étais tout petit, je chantais Le jour le plus long de Mireille Mathieu, quoi. Et voilà, il ne me demande pas de le chanter, s'il te plaît. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. J'étais un artiste, j'étais debout sur les tables à n'importe quelle occasion. Mais en même temps, mais je crois que j'ai gardé ça. Je crois que tu gardes tout ce que tu es dans ton enfance. C'est-à-dire que je pouvais rester tout seul pendant des heures. Ma mère me mettait à tel endroit. Elle me retrouvait 4 heures après au même endroit. Entre-temps, j'avais révolutionné la Terre entière, l'espace, l'univers. Et en même temps, je pouvais, 5 minutes après, être debout sur une table, en train de jouer la comédie. N'importe quel chiffon faisait une cape. Et je brandissais, je me prenais pour Ruy Blas, un tout petit Ruy Blas. Et puis voilà. Beaucoup d'imagination. Oui, je crois que j'ai toujours été profondément un artiste. Ce besoin de se faire reconnaître, très certainement. Mais même sûr, c'est de la pudeur, très certainement. Et puis après, il s'est passé tout un tas de choses. Et là, tu étais à l'école. Étais-tu un bon élève? Alors, oui. J'étais... Sur les relevés de classe, il apparaissait toujours la mention « Quel dommage ». Souvent, les profs disaient « Quel dommage » parce que j'étais extrêmement doué et je foutais rien, parce que ça ne m'intéressait pas. Sauf, comme par hasard, les cours de français et les cours d'histoire. Ça m'intéressait beaucoup. Les maths, m'en parle même pas. J'étais bon quand même, parce qu'il fallait... De toute façon, toute ma vie a été guidée par quelque chose, c'est faire plaisir à l'autre. Donc, il fallait que je fasse plaisir à mon père qui voulait absolument que je sois un matheux. Je ne l'étais pas, mais je faisais semblant. Et je ramenais des super notes quand même. Mais c'était une douleur. Il fallait faire plaisir. De toute façon, faire plaisir aux autres, ça commence toujours dans la souffrance. Sinon c'est trop facile, quoi. Et ce désir de devenir un artiste, c'était donc
en toi, mais est-ce que tu prenais des cours de théâtre? Est-ce que tu faisais des choses? Alors, je ne prenais absolument pas de cours de théâtre ni de cours de chant. J'étais au lycée. Alors, quand j'étais au lycée en seconde C, pour te dire que j'avais réussi au niveau des maths. Alors, seconde C, pour ceux qui ne nous suivent pas, c'était waouh! C'était seconde maths, physique, chimie, bonjour programme. Et c'était assez élevé comme niveau. Et il y avait évidemment dans le lycée à Melun, parce que là, j'ai déménagé, j'étais à Melun. Et dans le lycée Jacques Amiot, il y avait un club de théâtre dont je m'occupais. Et on jouait des Strindberg, enfin que des trucs bien prétentieux. Et là, je jouais des choses que je ne comprenais pas toujours, mais je jouais, oui. Et je donnais déjà des cours aux autres. J'avais, je sais pas, 14 ans, 13 ans, et je donnais des cours aux autres. Bruno Berberès, cela fait plus de 20 ans que tu es directeur de casting. On s'interroge, comment fait-il ? Est-ce un talent particulier, un flair ? Tu es le directeur de casting depuis 2012 de l'émission The Voice. Chaque année, plus d'audience, plus de talent. Mais comment fait-il ? Tu chamboules des vies, tu es discret, bienveillant, mystérieux et surtout si humble. Reviens sur ton enfance et ton adolescence. Oh là, alors ça a été... J'ai pas le droit de dire que ça a été pénible parce que je suis pas un enfant de la guerre et je suis pas un enfant qui a eu faim et je suis quand même assez essentiel. Mes parents étaient des fonctionnaires à la poste et donc on a toujours été super bien élevés, très bien traités. Enfin bon, donc j'ai pas le droit. Mais par contre, j'étais vraiment, il y avait deux. C'est difficile de parler de soi comme ça, mais il y avait deux petits garçons quoi. Ou voire même deux ados et après deux jeunes hommes. À chaque fois, il y en a eu deux. C'est-à-dire celui que tout le monde voulait qu'il soit et puis celui que j'étais vraiment. Donc, ce que j'étais vraiment à l'intérieur, c'est que j'étais un artiste. C'est que je ne voulais pas entendre parler de hautes études et que j'aimais les garçons. Ça, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, il y avait ce qu'il y avait à l'extérieur. Et ben, j'étais... un super mec qui réussissait dans les études, qui aimait les filles, qui sortait même avec elles dans les booms, qui était plutôt beau gosse. Et voilà. Et donc, à un moment, le choc des mondes, ça a été de réunir ces deux personnes. Ça a été très dur. Mais je pense qu'il y a... J'espère qu'en 2023, c'est moins le cas de beaucoup de gens. Alors, personne m'a menacé, en fait. Je me suis foutu ça dans la tête tout seul. Hein. C'était pas bien d'aimer les mecs. C'était pas bien du tout. Et puis, il a fallu faire le choc des mondes. Et ce choc des mondes, je l'ai fait à 17, 18 ans. Quand il a fallu que je parte. Il a fallu que je me démerde tout seul pour faire... J'ai continué des études, hein, pour faire un peu de théâtre, de conservatoire, tout ça. Puis à un moment, les deux personnes sont... Ça fait un peu schizophrène de parler comme ça. Mais enfin, les deux, il a fallu que je les rallie. Enfin, les deux personnes. Enfin, et quand il n'y avait plus personne pour me juger, enfin, quoi qu'à la fin, qu'il y avait encore des gens pour te juger, il y a toujours des gens pour te juger, de toute façon. Mais il a fallu que je réunisse les personnes. Et ce qui était dramatique à ce moment-là, c'est que ce qui a réuni... les deux, c'est une atrocité, c'est-à-dire ce putain de HIV, c'est plus connu sous le nom de SIDA, qui est apparu quand j'ai commencé à assumer mon homosexualité, à commencer à avoir des petits copains et tout ça et tout, bim, HIV qui débarque et on est dans les fin des années 80, début des années 90. Et après, c'est l'hécatombe. Et là, tu es à Paris. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais à Paris ? Tu vis une vie d'artiste ? Ah bah alors oui, j'ai une vie d'artiste, toujours pareil, deux vies en une, toujours pareil. J'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas trop, de réussir dans les études et donc de trouver tout de suite un travail dans une banque. Très jeune, à 22 ans. Bruno Berberès, banquier. Ouais, c'était un groupe qui n'existe plus, donc je peux dire non, le groupe Loca France. Rien que le mot Loca France, je loue la France. Et donc, je fais une carrière dans cette banque, une grosse carrière, puisque je vais terminer 10 ans après directeur administratif. On a du comptable, tout ça. Combien d'années ? Patron du service client, de 83 à 96, 13 ans. 13 ans. Et donc voilà, et en même temps, parce que je suis aussi un monsieur en même temps, je vais au conservatoire, je vais dans tous les pianos-bars qui existent à l'époque. J'ai lu que tu as même fait la première partie de Juliette Gréco à 22 ans. Oui, enfin, j'ai fait ça, ouais. J'ai joué dans des festivals, j'ai joué l'Héritier de Village, j'ai fait Maurice Capin, j'ai fait plein de trucs comme ça. Donc finalement, cette dualité propre souvent aux artistes, d'un côté,
rangé, banquier, et de l'autre, finalement, tu arrives à vivre cette vie d'artiste avec audace. Parce qu'il faut de l'audace. Il faut oser. Je crois que non, je pense qu'il faut être complètement passionné, ça pour le coup, oui. Mais il faut être schizo, quoi. Parce que quand le mec qui montait sur les Fourberies, moi je faisais le rôle de Karl, c'était un petit rôle. Il y avait quand même des acteurs de la Comédie Française qu'on nous avait prêté et tout ça. Et quand je montais sur scène, pour jouer le rôle de Karl, qui est le meilleur ami de Scap, je dis Scap, c'est moderne. Figure-toi que c'était pas le même qui, le lundi d'après, se retrouvait à la banque. C'est un truc de ouf, mais c'est comme ça. Et mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était discret, personne ne le savait. Comme ça, au moins, les deux vies étaient séparées. Il y aurait eu les réseaux, j'aurais été grillé en 2 secondes. Voilà une belle époque. Tu vois, ça c'est l'avantage d'avant. Ouais. C'est que tu pouvais gouverner ta vie comme tu le voulais. Aujourd'hui, tu pisses sur le mur du voisin, tout le monde est au courant. Alors, c'est plus la peine. Désolé pour l'image. Mais parle-moi de cet artiste. Tu étais plutôt sûr de toi, les pensées limitantes existaient. Mais je me trouvais très mauvais. Tu te trouvais très mauvais. Ah ouais, non, mais je me trouvais naze, très mauvais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je coach des gens, j'ai toujours ce petit garçon et ce jeune homme dans la tête. Parce que j'étais... Et je sais ce que c'est que monter sur scène et de se dire, mais qu'est-ce que je fous là, je suis tellement mauvais. Mais en même temps, bizarrement, je réussissais les castings. Alors, ça est très complexe. C'est un truc que j'ai jamais compris. Je me suis jamais fait virer d'un casting. Alors, si on m'avait dit à cet âge-là qu'un jour, ça allait devenir mon métier... J'aurais dit non, mais ça, pas, non, je ressemblais à ces vilains là. C'était pas très sympa quand même à cette époque. C'était. Il y avait une autre approche. Ah ouais, mais les castings, c'était. Mais quand je t'entends, on parle de sida, on parle de ton métier de banquier, de pensées plutôt les fameuses pensées limitantes, et finalement ça roule et tu avances. C'est parce qu'il y a un truc qui m'a rendu service et c'est horrible, mais vraiment horrible. Je mesure ce que je dis. Il y a un truc qui m'a rendu service, j'en avais pas besoin, c'est ces années de combat contre ce putain de virus. C'est-à-dire que ça te nourrit de l'intérieur. Je pense que toutes les personnes qui ont dû faire face à l'adversité, que ce soit une guerre, une crise économique, que sais-je, ou évidemment une maladie, ou la perte de parents trop tôt, t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer. Et moi, je me suis battu tous les jours, contre ce putain de virus qui m'enlevait des amis. À un moment, je me suis rendu compte que la même fête que je faisais, si j'avais voulu faire à 30 ans la même fête que j'ai faite à 20 ans, j'aurais presque été tout seul autour de la table, ils étaient tous partis. C'est quelque chose qui est... Surtout par rapport à ton identité, l'acceptation de ton homosexualité. Enfin, tu es ramené constamment à une problématique de comment développer sa confiance en soi si finalement, ce qu'on est considéré à l'époque comme un pestiféré. Enfin, à l'époque, j'ai souvenir... Non, tu as raison de le dire. Le mot n'est pas trop fort. C'est tout juste qu'il n'y avait pas une crécelle, quoi. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, mais quand Clémentine Salarié a embrassé à la télé lors du premier SIDAction ou le deuxième, je crois que c'était avec De Chavannes, un jeune homme séropos. On avait l'impression que c'était un effet de bravoure, mais c'était génial ce qu'elle avait fait. C'était juste pour prouver aux gens que ce virus ne se contaminait pas dans l'air. Alors pour le coup, quand le Covid est arrivé, tu vois, c'est pas que ça m'a fait rire, parce que le Covid, il y a des gens qui sont partis, donc c'est atroce. Mais moi, quand j'ai vécu, enfin je parle comme un ancien combattant là, mais quand tu as vécu cette horreur du VIH, quand tu as 20 ans, 25 ans, et on te dit, tiens, tu vas mourir, on ne sait pas, entre maintenant et 10 ans, on ne sait pas trop, et tu pouvais partir en 6 mois. Alors c'est vrai que le Covid à côté, et puis, c'est pas que c'est moins important ou plus important, c'est pas ça. C'est que, tu vois, par exemple, toi, je pense que tu l'as eu, Soledad, le Covid, et ben, quand tu le dis, il n'y a personne qui fait... C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Voilà. C'est-à-dire que si tu disais à l'époque, je te promets que c'est vrai, au moins à 90% de la population, femmes y compris, que tu étais atteint du VIH ou que tu avais quelqu'un de très proche atteint du VIH, tout de suite, la personne partait à 10 mètres et ne revenait jamais. Et puis surtout, le pire de tout, c'est que c'était de ta faute. Parce qu'on ne se protégeait pas, parce que... Mais pas parce que tu l'as cherché, quoi, c'est tout. Parce que tu l'as cherché, que tu sois drogué ou homo, ou les deux, tu l'as cherché, quoi. Et donc, la crécelle, ouais, tu l'as, la crécelle. Moi, je ne disais plus... mais c'est très bizarre, hein, parce que là, tu me le fais percuter. Autant
tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, il y avait deux personnes qui ne s'assumaient pas et qui ne se rencontraient pas. En revanche, à partir du moment où il y a eu ça, j'en avais plus rien à foutre. Je n'avais plus rien à foutre du jugement des autres, etc. Je me suis pris un peu pour un guerrier. Mais j'étais un guerrier comme on l'était tous avec mes potes, on était tous des guerriers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends un président de la République qui dit que les préservatifs sont gratuits pour les jeunes d'eux, je me dis waouh, il a fallu attendre 40 ans. 40 ans. Et puis évidemment, alors là, c'est pas le sujet du podcast, mais ce qui me fout en colère, c'est quand on est obligé de tout refaire au niveau des mômes. En leur disant, si, protège-toi. Si, protège-toi. Parce qu'aujourd'hui, on soigne bien, mais on peut mourir encore. Et voilà. Le sujet du podcast, c'est ose devenir celui dont tu rêves. Eh ben, j'ai osé puisque j'ai survécu. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, le rêve, il était tout simplement et tout bête, pourvu que je n'attrape pas cette putain de maladie. Alors c'est très simple, hein, il y avait un moyen pour ne pas l'attraper. T'arrêtes tout. Ouais. C'est ce que j'ai fait. T'arrêtes de vivre, t'arrêtes de... Et c'est ce que tu as fait ? Ouais, bien sûr. Et ces années où tu étais banquier, quel genre de vie tu avais ? Parce que quand même, tu vivais ta vie d'artiste. Tu m'aurais vu avec le costard, les mocassins. Mais le week-end, tu étais artiste. Ouais, le week-end, mais même le soir. Le soir, on allait tous dans un endroit qui est fermé malheureusement, qui s'appelait le Piano Zinc. Ouais, où on croisait à l'époque Valérie Lemercier, on croisait Virginie Lemoine, Elie Kakou, plein de monde, Vartoche, que je vois toujours d'ailleurs. Et on croisait tout un tas de gens et il n'y avait que des chanteurs et tout. C'était un piano, bar où tu chantais, l'ancêtre du karaoké, parce que le karaoké n'existait pas. Putain, ça ramène à un endroit, ça. Et il y avait un pianiste, s'appelait Étienne, entre autres. Et pas celui de Gashpati, un autre. Et il était tellement doué. Enfin, il est toujours en vie, enfin, j'espère. Donc, tu arrivais avec ta partoche où il jouait à l'oreille et tu chantais ce que tu voulais. Et moi, là-bas, je chantais avec des... Et c'est là où, bizarrement... Alors, comme moi, je gagnais ma vie, j'étais un des rares. Je payais des pots à tout le monde, comme d'habitude. Et le soir, on se retrouvait dans mon appart avec mon copain. Parce que j'avais un copain qui, de toute façon, ne savait pas où il avait mis les pieds. Il s'est retrouvé avec 152 artistes tous les soirs à la maison, à faire des pâtes, à nourrir tout le monde. C'était rigolo, quoi. Moi, c'est la vie de bohème, quoi, comme on dit. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que ce banquier avait une vie d'artiste quand même. Ah, complètement, mais dans la journée, personne n'était au courant. Ouais. Personne. Il y a un moment où j'ai fait la jonction entre les deux, c'est que je me suis mis donc à commencer à faire du management. J'ai quitté, je t'expliquerai peut-être pourquoi j'ai quitté la scène, ça va, j'étais à peine rentré dessus. Mais enfin bon, je me suis laissé attirer par tout ce qui était autour de la scène. Tout ce qui était en coulisses. Et il se trouve que je me suis retrouvé à donner des conseils, à essayer de remplir... Il y avait plein il y en a toujours plein de petites salles à Paris, comme le Sentier des Halles, le Tintamarre, etc. Le Tour aussi. Et je me suis retrouvé à prendre en main la vie d'artistes qui étaient, alors pour le coup, dans la dèche et à 100% artistes. Tu t'improvises manager. Ouais. Et j'apprends plein de choses. Il y a le studio des variétés qui se crée aussi. Et je me retrouve au studio des variétés tous les soirs. Alors pas comme élève, mais pas comme groupie du premier rang. Et là, je regarde tous les profs. Il y avait Jackie Castan, il y avait Daniel Icari, Francis Morane. Enfin, waouh. Tout ça, c'est des gens incroyables et puis, je les écoute toute la journée. Je ne dis rien. Ce qui, pour moi, à l'époque, était un challenge. Et puis c'est d'eux que j'ai tout appris, plus mes profs quand j'étais comédien et tout. Et on mélange tout ça, plus l'expérience de vie, plus arriver à remplir une petite salle de 50 places, plus les premiers festivals, Bourges, Francofolie, à l'époque ça se crée, t'as qu'à voir. On prend entre guillemets la petite fourgonnette et on arrive à un endroit, on chante dans la rue, on essaye d'avoir les tremplins, les trucs et tout ça. Et tout ça se forge et tu continues à être banquier et la maladie continue à être là. Et puis un jour, tout ça explose. Je fais vraiment une synthèse. Tout ça, je suis heureux. Là, je vis en plein... Ouais, je vis un rêve ou pas, mais tu peux pas vivre pleinement ton rêve puisqu'à côté, il y a le Père-Lachaise, le cimetière et le crématorium. Et parce que j'y vais toutes les semaines, pour ainsi dire. Et à un moment, tu peux pas profiter de tout ça complètement. Et il y a un jour, quelqu'un qui était très important dans ma vie, plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire,
qui était un mannequin très très connu. Et il est parti en 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais plus. Et je pense souvent à lui, il s'appelle Stepanek, pour ceux qui ont connu le Palace et tout ça, et toutes les nuits, etc. C'était un grand, grand mannequin. C'était mon amour et il est parti. Et voilà. Et ce jour-là, j'ai donné ma dème à la banque parce que c'était plus possible. Il fallait que je sois moi-même. Et de ce jour-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'avais plus le choix. Alors ça, toutes les personnes se sont réunies en une seule fois, là. Et là, j'avais plus le choix. Et puis alors, 5 ans, 4 ans de galère. Enfin, quand je dis de galère, c'est vraiment de galère. Donc, tu quittes la banque. Ouais. Tu quittes ton confort matériel. Oh là, oui. Pour te prendre... Je quitte l'appart, je quitte tout. Toi qui veux toujours que je sois propriétaire, tu comprends pourquoi je ne suis plus. En fait, ce que j'entends, moi, c'est que tu n'es pas banquier. Parce que ça ne te définissait pas. Parce que tu as toujours agi et tu as donné l'occasion et l'opportunité de rencontrer des gens et d'évoluer dans le milieu artistique. Oui, mais tu sais, il y a un truc, sans gagner de sous. L'auto-persuasion, ça marche très bien chez moi. Et j'arrivais à prendre mon pied, à faire des calculs financiers. Je peux vous faire une petite démonstration avec une HP12T. Je faisais un plan de financement, tout ça. J'arrivais à trouver ça rigolo. Non, mais l'auto-persuasion, chez moi, est hyper abouti. Hein. Moi, tu me donnes des épinards, 2 minutes après, je peux te dire, waouh, c'est meilleur que le chocolat. Non, mais je suis. C'est ce qui m'a sauvé. C'est un talent. Ouais, ce qui m'a sauvé de plein de situations, c'est toujours prendre le truc vers le haut, l'énergie. Mais on parle de visualisation positive, etc. Ouais. Tu quittes la banque et là, qu'est-ce qui se passe ? 4-5 ans de galère. Il se passe rien. Il se passe que dalle. J'ai un petit peu le droit au chômage quand même. Mais un jour, le chômage s'éteint parce que c'était une époque où il était très court, le chômage. Et puis, voilà. Et puis, je frappe à plein de portes, maisons de disques comprises, partout. En tant que chanteur ? Non, en tant que... Je voulais être DA. Ah, je voulais être DA déjà, mais n'importe quoi. Le mec, vous avez fait quoi, monsieur ? J'ai conduit une fourgonnette pour aller chanter dans la rue et tout ça et tout. Ouais. J'avais rien. Et puis je savais même pas comment. Moi j'étais un enfant encore dans ma tête. Pourtant j'avais pas l'âge d'un enfant du tout. J'avais 30 balais. Mais j'étais un enfant. Je pensais que. Mais c'est ça qui a permis sûrement. Tu gigotes le nez et ça va arriver. Mais j'y croyais à donf, comme on dit, il faut toujours y croire. Ose croire à tes rêves. Alors pour moi j'ai plus causé. Donc il s'est rien passé. J'ai galéré et puis l'argent filait, partait et puis un jour il n'y avait plus d'argent du tout, donc il y a toujours cette histoire de croque-mort. T'es au courant de cette histoire de croque-mort ? Ah, pas du tout, raconte. Non mais ça c'était le summum. Parce qu'il y a un moment tu as besoin de chercher du travail. C'est-à-dire que là ça fait 4-5 ans que je n'ai plus d'argent. Enfin là j'ai plus de tout, ça fait 4 ans. Je dis mais qu'est-ce que tu as fabriqué ? Donc je recommence à rechercher du travail de l'autre côté, dans l'encadrement. Évidemment, tout le monde me jette parce que, encore en 2023, les mentalités ont évolué. Mais à l'époque, si tu as fait la cigale pendant 4 ans, franchement, t'es pas pris les au cabinets sérieux. de chasseurs de tête, ils ne chassent ça pas du pas. tout. Et donc, voilà. Puis, il y a la seule annonce où on m'a répondu favorablement pour un poste de gérant. C'était les pompes funèbres. C'est terrifiant, c'est intéressant. 2 jours de stage. 2 jours de stage. Enfin, il y avait une semaine de stage. Tu es ramené constamment à cette idée de mort, de glauquerie et de... les pompes funèbres. J'ai passé ma vie depuis 10 ans au Père-Lachaise et là, les pompes funèbres. Et donc, je suis allé faire 2 jours de stage. Et à un moment, je me dis, ça ne va pas être possible. Et puis, en plus... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappellerai toujours parce que tu passes par tous les postes, tu sais, quand tu fais un stage. Et là, je devais être habillé en corbac. Et j'ai un grand respect pour les gens qui font ce métier. Vraiment. Mais je préfère qu'ils se tiennent loin de moi et de mes amis. Mais on enterrait une dame assez âgée. Heureusement que ce n'était pas quelqu'un de jeune. Et moi, j'ai pleuré pendant tout l'enterrement. Et le mec... mon responsable m'a dit non mais Bruno, il faut absolument pas pleurer, il faut garder poker face. Enfin à l'époque on disait pas poker face, mais bon, faut rester digne et tout. Je vais pas pouvoir faire ça. Et donc j'ai arrêté tout de suite. Donc pas de travail. Et tout d'un coup, une semaine après, un miracle. Alors un miracle qui était certainement l'aboutissement de tout ce que j'ai fait depuis des années, c'est qu'un jour je rencontre quelqu'un au sport
Vous allez voir où mon autre vie a commencé. Elle a commencé dans une salle de sport. Et je rencontre quelqu'un qui est très sympathique, qui s'appelle Thierry. Et on discute de plein de choses. Et puis moi, à l'époque, j'étais un peu mytho. Alors non, j'étais pas mytho. Il fallait bien que je m'invente une vie intéressante, vu que la mienne, elle était dénuée de tout intérêt. D'un côté, tu avais le VIH, de l'autre côté, le chômage. Et puis, il n'y avait même plus de comédiens. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Donc, il fallait bien que je m'inventais des petits trucs qui étaient... Enfin non, je m'inventais plutôt des succès. Je m'inventais des succès. Mais de rien, j'en faisais un petit succès, quoi. Et donc... cette positivité qui t'anime toujours. C'était de l'oxygène. Et puis un jour, Thierry me dit, à force de serrer la main aux salles de sport, il me dit, tiens, toi qui es dans la musique, parce que j'étais dans la musique, j'étais nulle part, mais j'étais dans la musique. Et donc, toi qui es donc dans la musique, ce soir, je vais dîner chez un copain, tu dis, viens, ça me ferait plaisir. Bon. Et ce copain, c'était Lionel Florence, qui, à l'époque, écrivait beaucoup pour Pascal Obispo et pour Florent Pagny et pour plein de gens. Et donc, je suis allé donc, à ce dîner. Et Lionel et moi, on s'est pris d'amitié. Il s'est pris d'affection pour moi parce que j'ai dû l'émouvoir. Il venait de faire un album. C'est comme ça qu'il s'était fait repérer, lui aussi, qui s'appelle Entre sourires et larmes, qui est écrit par qui était écrit par des artistes atteints du VIH. Et comme quoi de toute façon, à l'époque, pour passer à travers le VIH, je crois qu'il fallait vraiment faire de cela. C'était impossible de passer à côté. Je t'entends, Bruno, depuis tout à l'heure, et tu parles de oser, d'opportunisme, de concours de circonstances. Mais tout ça, ce sont des actes et des situations que tu as créées, et c'est important pour nos auditeurs de l'entendre, parce que même lorsque tu te retrouves entouré de cette maladie et se retrouver croque-mort, etc., finalement, ça t'a permis peut-être d'avoir une approche différente quand ce projet se présente à toi. Oui, puis c'est surtout que tu t'accroches à ça. Je le dis toujours, quand je suis en coaching aujourd'hui, je fais désespère, ça fait du bien. Désespère, ça fait du bien, mais pas trop non plus. Parce que on dit toujours qu'il faut être au bon endroit quand on est un artiste et à la bonne heure. Mais oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. En revanche, il faut savoir le voir. Et j'aurais pu ne pas y aller à ce repas. J'aurais pu ne pas y aller. Et l'audace, il faut y aller. Et puis il se trouve que Lionel, il est en train d'écrire les 10 commandements. À ce moment-là. C'est là où tout bascule vraiment. Il y a 23 ans. Sa phrase exacte, je m'en souviens encore. Il me fait, toi qui... Alors qu'on se connaissait depuis 10 minutes. Il me fait, toi qui vois beaucoup de chanteurs. Et ce qui était vrai, puisque je continuais à aller au piano zinc. Alors, je me faisais offrir des coups, parce que j'avais plus de thunes. Alors, donc, c'était passé. Mais t'en avais offert tellement. Oui, mais pas aux mêmes personnes. Quand on se connaîtra mieux, je t'expliquerai. Et donc... Et toi qui connais pas mal de chanteurs, là on va ouvrir les auditions des 10 commandements et j'ai envoyé des chanteurs. Et il se trouve que ces chanteurs que j'ai envoyés, ils ont tous été pris. Alors là, c'est quand tu étais manager de ces chanteurs. Ouais, plutôt manager. Bon, c'est une autre époque où les choses étaient... Ouais, alors il y avait Anne Varin, qui venait de sortir un album qui avait marché sympathiquement. Il y avait Pablo Villafranca, qui était dans les années Twist, quelqu'un qu'on a repéré dans les années Twist. Il y avait Ginny Lynn qui venait de faire un petit succès sympa. Et j'en oublie un. Non, il y avait 3, c'est déjà pas mal. Et les 3 ont été pris pour des raisons différentes. Et il se trouve que Dovatia, c'est la première fois que je l'ai eu au téléphone, m'a appelé 3 fois, avec Albert Cohen, ils m'ont appelé 3 fois dans l'après-midi. Il me dit, c'est encore vous, c'est encore vous, c'est encore vous. Et je trouve ça fou. Mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Puis après, je suis rentré dans la famille 10 commandements, parce que j'étais un gentil garçon. Ils m'ont accepté. Quand tu dis je suis rentré en tant que directeur de casting? Non, en tant que groupie du premier rang. Ok. Il faut assumer. D'accord, très bien. En tant que groupie de ces trucs. Absolument. Et puis qui essaye d'exister. Alors très maladroit, parce que j'ai fait plein de choses maladroites, très certainement, tellement que je voulais... Ça arrive, tu vois, ça arrive près de toi, donc il faut chercher l'oxygène. C'est de ces erreurs qu'on apprend, non? Mais là, c'est quand même un conseil que je donne à tous ces artistes. Je leur dis attention, quand les choses commencent à arriver, c'est le moment le plus dangereux pour toi. Parce que tu l'as tellement voulu que tu peux faire des conneries. Alors, quelles qu'elles soient, des maladresses, tu dis oh là là,
Bon, bref, j'en ai pas trop fait, mais j'en ai fait quand même, hein, parce que Dove m'a convoqué 2-3 fois en me disant de quoi je me mêle. Pascal Obispo me disait, mais c'est qui ce bec? Okay. Après, c'est devenu un super pote. Hein, mais au départ, faut faire gaffe quand on arrive dans un truc construit. Il faut surtout rien déranger, pas soulever la poussière et faire comme si c'était normal. Toute chose qui sort toute chose où tu veux montrer, que tu veux chercher de la reconnaissance, c'est une erreur totale à ne jamais faire. Et moi, je l'ai faite. Et donc après, il s'est passé le succès que vous connaissez. Et puis quelques mois après, il y a Dove, Albert et Pascal qui m'ont dit, et si tu faisais, comme il y avait un gros succès, il fallait faire une deuxième troupe. Et ils m'ont dit, et si tu t'occupais de faire le casting de la deuxième troupe? Et je leur dis, mais je ne sais pas faire ça. Et Pascal et Dove ont eu cette phrase magnifique. Ils ont dit, mais si, tu sais le faire, mais tu ne sais pas que tu sais le faire. Waouh. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc... Là, tu deviens directeur de casting. Ouais, c'est pas pour autant que j'ai rempli mon compte en banque. Hein. Il a fallu continuer à ramer quand même. Mais bon, là, tout d'un coup, j'ai fait ma première facture. Et là, c'est ce que je dis toujours. Ça, c'est un truc très important pour les artistes. C'est quoi la différence entre un amateur et un professionnel? Moi, la seule différence que je fais, c'est quand tu ouvres ton réfrigérateur et que tu vois des yaourts, si tu les as payés avec le fruit de ton travail, et encore mieux avec le fruit de tes rêves et de ta passion, là, on peut dire que tu es pro. C'est tout, c'est la seule chose. Donc, il y a des amateurs pros et des pros amateurs, peu importe. Et ça, c'est très important. Et donc, la première fois que j'ai facturé la prod de 10 commandements, peu importe le montant, comme peu importe votre cachet, là, ça y est, le rêve était là. C'était... ah ouais, j'ai galéré, ça fait 20 ans. Enfin non, ça faisait 20 ans. Enfin, là, j'avais 36 ans, tu imagines. Je n'étais pas non plus un genou, quoi. Et ça faisait 5-6 ans que je ramais, plus les fois d'avant où j'avais 2 vies. Donc, on peut dire, ouais, c'était... Et là, c'est arrivé après, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, quand tout te tombe dessus, quand la Starac te tombe dessus... Alors voilà, il y a eu la Starac aussi. Très vite derrière, ouais. Jennifer, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est Jennifer. Moi, je ne suis pas brune aux yeux noirs. Non, c'est pas moi. Alors là, souvent, j'aime bien rectifier les choses. Je suis à un endroit, et c'est bien que ce soit comme ça. C'est pas de la fausse modestie. Je suis à un endroit qui s'appelle le casting de la Starac, parce que Pascal Obispo m'y a envoyé avec un pote qui s'appelle Franck Véron. Et à l'époque, toujours pareil, pas de réseaux sociaux, pas de trucs comme ça. Donc, des sacs postaux. Et avec des cassettes VHS. Exactement. Est-ce qu'ils ont connu ça? Et donc, on recevait, quand on redoutait quand le facteur arrivait le matin, il arrivait avec des semi-remorques. Et ça déchargeait dans le bureau. On venait de virer. Donc, avec Franck, on écoutait ça toute la journée. Ouais. Des VHS, c'était déjà... Enfin bon, vous ne savez pas, ceux qui écoutent, mais prendre une VHS, l'enlever de son emballage, ça fait du bruit. Appuyer sur le truc, ça fait... Pour peu que appuyer sur play, parce qu'en plus, c'était des grosses touches. Ouais. C'était pas du digital, c'était des grosses touches. Et après, attendre que ça passe à l'image, et ça passe. Et comme tout le monde, évidemment, ça c'est un conseil que je vous donne quand vous envoyez vos liens vidéo aujourd'hui, ne faites pas des intros de 3 plombes, ne parlez pas, sauf si c'est pour de la télé-réalité. Faites court, on chante, vive du sujet, vous prendrez soin comme ça de la patience du casteur et il vous aimera d'autant plus. De la gaieté, parce que moi j'ai déjà assisté au casting de Bruno, les chansons tristes, c'est plombant. Hein. Alors oui, alors ça là on est sur d'autres sujets, mais la conseil. chanson... on dérive. Les chansons, non, on est dans le sujet. Alors moi je dis pas que les chansons tristes, c'est plombant. Je dis si vous chantez tristement une chanson triste, c'est du beurre et du Nutella, ça le fait pas du tout. On peut chanter Ne me quitte pas, qui n'est pas la chanson la plus joyeuse du monde, mais si vous n'avez pas envie qu'on vous quitte, chantez-la vers le haut. Parce que dans entraînante. Une chanson, peut-être pas entraînante, mais dans une chanson objective. On était sur Jennifer. Ouais, mais ça, c'est du conseil, ils adorent. Ouais, mais moi, j'aimerais aussi... Jenny, on n'est pas sur Jennifer, la pauvre. Donc, elle était dans un de ses sacs postaux. Elle, comme Olivia, comme d'autres, comme Patrice McTaff, que je vois toujours. Parce qu'il y en a plein avec qui Mario et tout ça, ils étaient tous dans ces putains de sacs postaux, ils étaient perdus. Et donc, on les écoute, on les repère. Alors, c'est peut-être là où on a fait bien notre travail, parce qu'on aurait pu les tèges. Puis après, on les envoie à l'édito, au journal, enfin aux journalistes et aux psy, etc. Tout ça, ça suit son petit cours. Voilà. Donc moi,
avec Franck, notre petite valeur ajoutée sur Jennifer, c'est qu'on a ouvert le sac, qu'on l'a écouté et que ça nous a plu. Voilà, toujours la modestie. Je te jure qu'aujourd'hui, c'est différent hein, au niveau de la valeur ajoutée. On va en parler sur The Voice. Mais c'était bien parce que pour une fois, c'était un apprentissage tranquille. Mais alors, je te le dis, hein, tel que je le pense, pardonnez-nous, hein, on ne savait pas ce qu'on faisait. Hein. Moi, je ne savais pas où j'avais atterri. Ouais. Autant quand tu fais une comédie musicale, je l'ai su toujours. Parce que j'ai là, c'était la première émission. Là, mais il faut savoir que ça vient juste après le Loft. Ouais. Et nous, premier télécrochet. On sait... Non. Musical. Non, c'est de la télé-réalité. Télécrochet, c'est Télécrochet, c'est la nouvelle star, c'est The Voice. Ouais. Starac, c'était à l'époque, ce qu'ils avaient dans la tête, c'était le Loft en chantant. Télé-réalité. C'est le Loft en chantant, quoi. Et donc, nous, on ne savait pas ce qu'on faisait du tout, pardonnez-nous. Et moi, je ne comprenais rien. Moi, je vivais, et Franck, pareil, hein, qui était plus dans le métier que moi, on vivait au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne savait pas. On nous écoute des chanteurs, ben on en écoute, ils sont bien, tu les pas bien, et puis voilà. Bruno, et toute cette histoire se passait, est-ce que ça a fait de toi, est-ce que tu as toujours été ce directeur de casting que je connais aujourd'hui bienveillant, ou est-ce que tu as eu un moment où tu as pété les plombs un peu? Alors je n'ai jamais pété les plombs, par contre j'ai eu un moment où j'ai cru que, parce que j'apprenais, j'étais en plein apprentissage de plein de choses, et je voyais tellement de gens désagréables autour de moi. À l'époque, les directeurs de casting devaient être un peu odieux. C'était la mode. J'en ai vu tellement désagréables que je dis, il faut que je sois désagréable. Mais j'y arrivais pas vraiment, mais j'ai eu une période où j'étais pas sympa. Non, j'en suis encore désolé. 20 ans après, ça peut durer à mon avis. La rédemption, ça existe, mais là, mais il y en a encore qui s'en souviennent. Hein. Non, il y en a qui me le disent de temps en temps. Qu'est-ce que tu as changé? Je fais, ça fait un moment. Hein, ça fait un moment que j'ai changé. Et j'en suis encore désolé. L'aventure de Voice. Alors. L'aventure de The Voice, elle est arrivée comme un coup de fil, comme d'habitude. Alors après la Starac, j'ai fait qu'une saison. Après la Nouvelle Star où j'ai fait qu'une saison. Même si sur les saisons d'après, j'avais toujours un coup de fil de la prod qui voulait que je leur envoie des chanteurs pour les dépanner. Ça m'est arrivé de dépanner comme ça et tout. Bon, bref. En revanche, je voulais plus y participer parce que c'était pas mon histoire. Quoi. Ça te ressemble pas. C'était pas mon histoire. Voilà. Et donc, le jour où je reçois un coup de fil de l'assistante de Thierry Lachkar, qui est toujours le boss de The Voice, le patron de ITV, figure-toi que j'allais dire non. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça t'arrive de dire non, tu le sens pas et tu dis il n'y a aucune raison et il faut se méfier de soi-même. Vous savez, méfiez-vous les artistes, parfois c'est bien d'avoir des feelings, c'est super important, mais méfiez-vous quand même de temps en temps de vos feelings parce qu'ils ne vous emmènent pas au bon endroit. Et donc là, ils ne m'auraient pas amené au bon endroit du tout. Hein. Et donc, je n'avais pas envie de refaire de la télé peut-être ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai dit, écoute, comme je dis à longueur de journée aux artistes, on va à tous les rendez-vous et on prend des décisions après et non pas avant. Il faut toujours faire des rencontres, quelles qu'elles soient, même des rencontres avec des gens où tu n'as pas envie. Tu y vas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un truc en amenant un autre. Bon. Et donc, je suis allé à cette rencontre et puis j'ai eu un coup de cœur pour Thierry Lachkar. Après, pour toute l'équipe à l'époque, c'était... je ne sais plus. Peu importe. Et donc, je suis resté. Et ils m'ont demandé si j'avais envie de faire The Voice. J'ai dit, non, je ne connais pas cette émission. C'était un an avant sa diffusion. Et puis j'ai regardé avec eux ce qui se passait aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, il y avait déjà eu la première saison. J'ai adoré tout de suite, je trouvais ça génial. Et puis après, je leur ai donné mes conditions qui n'étaient pas forcément financières, qui étaient surtout, je voulais faire l'antithèse de tout ce que j'avais vécu en casting et tout ça. C'est-à-dire des rendez-vous, du respect. Je ne dis pas que dans les autres, on ne respecte pas, ça c'est faux. Mais que chaque artiste, on fasse du cas particulier, chaque artiste se soit considéré, que les gens qui te reçoivent te connaissent et pris le soin avant de savoir ce que tu fais vraiment et tout ça. Et on a obtenu jusqu'à aujourd'hui, sur The Voice, 12 ans après. 12 ans. Toutes les choses se font au studio Luna Rossa. Et évidemment, il y a de l'attente, évidemment, parce que on est toujours en retard. Mais j'ai l'impression, vu les retours que j'ai, que les artistes sont plutôt heureux des conditions. Moi, ce qui me bouleverse, et Bruno, tu sais l'amitié que j'ai pour toi, c'est que je te suis depuis plus de 20 ans et que, comme tu dis, ça fait 12 ans que tu es sur The Voice. Le métier, la télé, tu sais, notre univers est un univers assez cruel où on peut perdre sa place. Tu as ce flair et cette
endurance et tu révèles des talents toujours avec cette modestie, mais c'est vrai. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que on a reçu Lola Zidi il n'y a pas longtemps qui m'a dit moi j'ai fait The Voice, il savait même pas mon histoire. Il n'y a pas un artiste que tu n'aies pas rencontré. Je ne sais pas comment tu fais, tu as toujours du temps. Moi, quand je t'appelle, tu viens et tu viens à des masterclass, tu ne veux pas être payé. Tu es un véritable humaniste. Mais c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour repérer Kenji, le gitan, Amir en Israël? Comment tu les imagines? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rêves. Des rêves, mon esprit, comme celui de tous les créatifs, flotte. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Ce même rêve dont tu parlais quand tu étais petit, oui. Quand tu parles de tes épinards. Ce sont mes amis imaginaires. Et que tu arrives à imaginer et du coup à créer et à réaliser. C'est très émouvant, mais c'est simple. C'est qu'à l'époque, ça fait depuis longtemps que je suis dans ma tête avec... un gitan, je ne sais pas pourquoi. Ça m'émeut. Il faut qu'il y ait un gitan dans ma tête, il est tout le temps là, celui-là. Je l'ai presque fabriqué, quoi. Je n'ai rien fabriqué du tout, jusqu'au jour où j'en ai tellement parlé autour de moi que je reçois 4 appels même, de copains qui me disent « tu devrais aller sur YouTube, il y a un petit gitan qui, toi, je suis sûr que c'est celui que tu cherches. » Parce que j'en parle partout, et puis ça fait des années que je cherche, ça fait des années. Et parce qu'au départ, c'est pas forcément pour The Voice, mais dans ma tête, je dis, il est temps, les Gypsy Kings sont là, on va pas les enterrer, mais ce serait bien de renouveler un peu le genre. Et puis voilà, jusqu'à Kenji. Pour Amir, c'est très simple, c'est le même raisonnement. Ça faisait longtemps que je voulais un franco-israélien. Dans ma tête, je trouvais ça bien que depuis Mike Brandt, il n'y avait plus personne. C'est des constats très simples. Et je lui dis, tiens, et puis j'appelle un copain qui est en Israël, qui s'appelle Laurent Dorf, qui à l'époque, avant, il travaillait chez Sony en France, et je lui donne la besogne, non payée évidemment, et il m'envoie des vidéos, et dans toutes ces vidéos, il y a Amir qui est sur un ponton de bateau, en short et avec une guitare, et avec Mathieu Grelier, avec qui je travaille sur The Voice, qui est le patron des divertissements d'ITV, ça devient son chouchou tout de suite. Et ce qui est fou, c'est que la même année, j'ai rêvé d'un Israélien, j'ai rêvé d'un gitan, et qu'ils étaient tous les deux dans la même saison. Et on voit la carrière qu'ils font aujourd'hui. Et Louane aussi, parce que tu n'es pas, tu n'as pas d'enfant, mais Louane, elle avait 8 ans quand tu l'as rencontrée. Ouais, au casino de Saint-Amand-les-Eaux, dans un concours de chant. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que Louane, j'ai jamais pensé qu'elle ferait une carrière, parce qu'il y a des journalistes qui m'ont posé la question, vous avez tout de suite su que ce serait une star. Je dis, super, elle a 8 ans, on va penser que c'est une star. Non, mais n'importe quoi. Mais pas du tout. Par contre, ce dont je me souviens, puis avec Lou, on en reparlait la semaine dernière. Je me souviens d'elle en bas des escaliers. Alors ce jour-là, on était dans un jury de concours de chant. Il y avait ma copine Angie, qui est coach vocal sur The Voice, comme quoi tu sais, elle a des histoires de fidélité. Il y avait Laurent Ban, qui est un grand acteur de comédie musicale. Et elle s'est pointée devant nous, tout au haut de ses 7 ans, les bras croisés, et en disant « Je veux faire ce métier ». Comme elle aurait dit, je veux être infirmière, ou comme elle aurait à dit... 8 ans. Ouais, mais à 8 ans, tu dis, je vais être vétérinaire. Elle disait non. Et elle était obstinée, le regard très, 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 très insolent. Et elle l'a fait. Moi, ce que j'entends dans cette interview, et ça me plaît, et que les auditeurs l'entendent, c'est que tous ces travers, tout ce que tu as vécu, finalement, ça t'a armé pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Tu sais, moi, je réfléchis jamais sur moi. J'avance. Tu avances. Il faut avancer, tu sais. Mais accepter cette imagination et ce qu'on vit, tu nous as parlé du VIH, etc. Aujourd'hui, tu vis ton rêve absolu. C'est Dalida Institute. Tu nous en dis 2 mots? Ah oui, bon, alors ça c'est le rêve absolu. C'est le truc très important. C'est que depuis des années, je voulais avoir une école à moi. Un truc à moi. Il y en a, c'est un 3 pièces cuisine. Moi, c'était une école. Et voilà, je voulais une école où on puisse avoir beaucoup de cours particuliers, parce que je trouve que c'est important, les cours particuliers.
Et je voulais une école où on puisse être sur scène le plus souvent possible. Tout ça, je le tiens du Studio des variétés d'il y a longtemps. Je voulais beaucoup de coachs pour pouvoir faire du sur-mesure. Je voulais des lieux super conviviaux. Vial, je ne sais plus. Et, et je voulais qu'il y ait beaucoup de création. C'est-à-dire que les gens sortent avec des chansons. Je voulais beaucoup d'intervenants. Ça en fait des choses sur le sapin de Noël. Je voulais beaucoup d'intervenants. Et je voulais aussi je voulais plein de choses. Et j'ai rencontré il y a quelques années, à l'époque du Roi Soleil, un monsieur qui s'appelle Roberto Ciurlo. Je ne sais jamais dire son nom, pourtant c'est Ciurlo, je sais à pas. La française. Qui était à l'époque directeur des programmes de Énergie, après de Virgin, enfin bon, quelqu'un, producteur de spectacles. Et avec lui, il a fait appel à mes services souvent. On est devenus copains, puis après amis. Roi Soleil, on a fait Robin des Bois, on a fait Bernadette, là, Je vais t'aimer, plein de choses. Et ça faisait des années qu'il me parlait de cette école. Donc nos rêves se sont rencontrés. Alors, c'est lui qui a tout fait, à vrai dire. Il a tout fait, il a fait le tour de table, il a trouvé les financiers, il a trouvé les associés, il a tout fait. Moi, j'ai fait que la belle. Je suis arrivé. Et c'est lui qui a exaucé mon rêve, en fin de compte. La citrouille s'est transformée en carrosse et le Dalida, il est à Aix-en-Provence. En ce moment, on est en pleine audition pour l'année prochaine. Et il y a plein d'intervenants qui viennent. Il y a Vincent Frerbeau qui est le patron de Tôt ou Tard. Tôt ou Tard, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un label super important, indépendant. Entre autres, il y a Vianney. C'est lui qui a construit le succès de Mentissa. Il y a Louane est venu. Là, ce week-end, il y a Damien Silver, coach. Alors, Damien Silver, c'est juste les meilleurs. Damien Silver, c'est le coach Tu m'agaces avec la modestie. Damien Silver, allez, on va y aller parce que ça le regarde. Lui, c'est le manager. Enfin, c'est le manager, non. C'est le coach de Véronique Sanson, de Mika. Matt Pokora. Eddie de Preto. Enfin, il y en a plein de partout. Tous. Juliette Hermanet, Clara Luciani. Enfin, il est voilà, partout. C'est le coach des coachs. Enfin, voilà, pour les gens qui veulent venir nous rejoindre au Dalida, ils vont. Bon, il y a une audition d'entrée, évidemment, parce que je ne veux pas prendre des gens où j'y crois pas un petit peu au début. Moi, c'est très simple. Dans une audition, c'est très simple, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est très simple. Si j'y crois 3 secondes, ça me suffit. Parce qu'après, je me dis tout le reste, c'est du travail. Mais il faut que pendant 3 secondes, que ce soit pour un spectacle, pendant 3 secondes, il faut que je décolle. Hier, tu vois, c'est là où mes rêves sont totalement abouti parce que dans ma vie, j'ai toujours voulu faire les traits d'union entre toutes les musiques. Tu le vois dans The Voice, il y a toutes les musiques. Et tous les âges, et tous les styles. Et toutes les expériences. Mais je déteste le sectarisme. C'est un truc qui me... Dans l'art et le sectarisme, ça ne devrait pas exister. Tout a sa raison d'exister à partir du moment où tu fais plaisir au public. Et donc hier, j'étais aux auditions de la RATP. Vous savez, dans les musiciens du métro, ils ont besoin d'avoir une accréditation. Et Stella m'a invité à un super événement. Et il y avait dans le jury, il y avait des gens de Solidays, il y avait des gens de festivals, de tout de Universal et tout. Et on était tous là à défendre certainement des musiques différentes. Et à un moment, je me suis dit, mais moi, je défends toutes les musiques. Et de ça, j'étais très fier. Je dis, mon rêve est abouti. C'est-à-dire d'être à la fois au Dalida Institute, à la fois sur The Voice, à la fois sur des comédies musicales. Là, je parlais avec Ladislas Chola, qui est quand même un grand metteur en scène, qui a été moliérisé plusieurs fois, puisque en ce moment, je m'occupe du casting de Molière, l'opéra urbain à la rentrée. Ça en fait des choses. Et tout d'un coup, je me retrouve à parler avec des musiciens un peu plus arty, tu vois, un peu plus branchés. Et là, je me dis, mais ma vie, elle est géniale parce que je n'ai pas choisi. Et on m'a tout donné. Donc voilà, croyez en vos rêves, comme on dit. Mais bon, ne faites pas que rêver, il faut quand même beaucoup bosser. Il faut beaucoup travailler. Alors dans Oser vos rêves, il y a surtout oser. Les rêves, ça c'est bon, mais il faut surtout oser. Il faut surtout y aller au charbon et laisser la dépression de côté. De toute façon... dans ce métier, il y a des hauts, des bas, plutôt des bas que des hauts. Alors quand vous êtes là-haut, profitez-en parce que ça va descendre très difficilement, ça va être vertigineux. Et une fois que vous êtes en bas, dire bon, allez, ça y est, j'y retourne. Un peu comme au ski. Un peu comme au ski, voilà. Merci Bruno pour ce merveilleux moment. Merci. À bientôt. À bientôt.